Hola, Emma Rafovic. On avait pas mal de questions à vous poser. En tant que vice-président de la commission culturelle de culture du Parlement européen, quelle est votre analyse concernant ces tendances et offensives contre une politique culturelle défendant la diversité et richesse européenne en conflit permanent avec des industries? Ressentez-vous depuis votre arrivée au Parlement européen une méconnaissance de notre secteur de la part des députés, voire une hostilité vis-à-vis de l'exception culturelle? Qui sont nos ennemis extérieurs et intérieurs? Qui sont nos alliés? Commissaires et parlementaires, quelles solutions concrètes pour toutes les questions qui ont été évoquées? Vous avez 2 heures. Non, pardon, 10 minutes. 10 minutes, je crois. Merci d'abord pour toutes ces questions et pour votre invitation ici. C'est pour moi un plaisir et un honneur de vous accompagner dans ces discussions. Et ensuite, je l'espère, de pouvoir diffuser tout cela et tout ce qui a été dit au Parlement européen. Et on peut vous accompagner quand il le faut. Je le sais, et vous le faites déjà d'ailleurs, et je vous en remercie. Commencer déjà par sans doute vous dire que la culture, et je vais parler moi de culture et pas d'industrie créative, et je pense que c'est important de se le rappeler, une zone d'affrontement idéologique. Et on ne peut pas penser que la culture serait un mot neutre ou que tout le monde finalement aimerait la culture telle qu'on la pense ou qu'on la discute ici. La culture telle qu'elle est pensée aujourd'hui en Europe, mais aussi en France, elle est évidemment en proie à tous les débats qui agitent nos sociétés. Et c'est important, je pense, de se le dire. Quand on parle d'exception culturelle, on se bat pour quelque chose qui aujourd'hui ne fait pas nécessairement l'unanimité, ni en France, ni au sein de l'Union européenne. Et quand on est au Parlement européen, vous avez des personnes et des parlementaires, et j'en fais partie, qui défendent l'exception culturelle, mais ils sont face à des adversaires qui veulent combattre et mettre à mal l'exception culturelle. Pourquoi combattre l'exception culturelle? Parce que l'exception culturelle, c'est un outil, en réalité. C'est évidemment une magnifique expression, mais c'est un outil qui a vocation à développer, à appuyer, à construire la diversité culturelle, telle qu'on l'a évoqué dans ce débat, et qui se décline par plusieurs facettes, qui évidemment est à renforcer, à diversifier, à soutenir. L'exception culturelle, c'est aussi un outil qui sert à garantir la liberté d'expression et la liberté de création. Et on n'en a pas forcément énormément parlé dans ce débat, mais je pense que c'est fondamental de s'en parler au niveau européen comme au niveau français. Et enfin, l'exception culturelle, c'est l'outil qui sert normalement à dire que la culture a le droit à un financement à la fois solide, juste et indépendant, mais qui lui permette de survivre et de se développer. L'exception culturelle, si on doit la présenter aujourd'hui au niveau européen, je dirais qu'elle se décline en 4 piliers. D'abord, l'exception commerciale, Juliette a pu en parler en introduction de ce débat, on ne considère pas la culture comme un bien comme un autre. Et donc, l'exception culturelle fait que la culture ne veut pas faire partie, par exemple, de tous nos accords de libre-échange, de tous les traités qui traitent aujourd'hui de la manière dont on fait du commerce à travers le monde, ou même, d'ailleurs, au sein de l'Union européenne. Et donc, le marché unique tel qu'il est décrit, qui évidemment a des points positifs, mais aussi d'autres négatifs, ce marché unique ne peut pas traiter de la question de la culture de la même manière dont on parle d'autres biens ou d'autres services d'ailleurs. C'est une exception territoriale, et là évidemment on prend tout le sens du géoblocage et des débats dont vous avez pu parler, mais aussi de la nécessité d'avoir des lois nationales qui aujourd'hui traitent de la protection de la culture et plus particulièrement de la protection du cinéma. Un troisième pilier, évidemment, et un quatrième, qui sont tous les deux incarnés par la directive SMA, sont des obligations à la fois de financement, mais aussi des obligations de diffusion, et donc des quotas de diffusion de la culture européenne. C'est tout cela, finalement, de manière assez concrète, l'exception culturelle telle qu'on l'a décrit en France ou en Europe, et une exception culturelle qui, à la fois, a été, a connu des victoires, parce que c'est une bataille politique, l'exception culturelle, elle a connu des victoires lors des dernières mandatures, mais elle est aussi profondément attaquée, et elle a plusieurs adversaires. Ces adversaires, si je dois les décrire, parce que vous m'avez demandé qui sont les adversaires, qui sont les ennemis,
Je dirais et qui sont les alliés. Et je vais commencer d'abord par les adversaires, parce que, comme vous le savez, il faut savoir contre qui on se bat, ou plutôt contre quoi on se bat, pour savoir ensuite comment est-ce qu'on se prépare à gagner. Je dirais que les adversaires, ils sont de deux types différents, qui parfois se complètent, parfois s'opposent. D'abord, et certains en ont un peu parlé, on pourrait parler de cette grande internationale réactionnaire, qui aujourd'hui se bat contre l'exception culturelle, parce qu'elle défend aussi la liberté de création, la liberté d'expression que je vous décrivais, parce que cette exception culturelle, c'est finalement une garantie d'existence d'une diversité de paroles, d'une diversité d'opinions, et qu'aujourd'hui, évidemment, cette exception culturelle, elle vient parfois frontalement s'opposer au projet réactionnaire qui est porté par certains à l'extérieur de l'Europe. Le cas de Trump a été cité, mais aussi à l'intérieur même de l'Union européenne. Je pense à Viktor Orban, à Giorgia Meloni, à Jordan Bardella au Parlement européen, ou par exemple dans des élus qui en France ont pu mener des politiques, je pense à Laurent Wauquiez par exemple, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a souhaité combattre la création et la liberté de création. Et on le voit aussi évidemment dans le monde médiatique, et je peux penser à Vincent Bolloré aujourd'hui. Des adversaires donc qui défendent une ligne réactionnaire. Des adversaires aussi qui s'inscrivent finalement dans une pensée politique, une idéologie néolibérale. Ceux-là, ils sont à l'extérieur de l'Union européenne, mais aussi à l'intérieur de l'Union européenne. À l'extérieur de l'Union européenne, on peut évidemment penser aux grandes plateformes qui aujourd'hui défendent une vision, et c'est tout à fait leur droit d'ailleurs de défendre une vision, mais qui s'attaquent à cette exception culturelle, qui s'attaquent violemment à cette exception culturelle. Quand on voit ce qu'est en train de faire Netflix sur le continent européen en s'attaquant directement au décret d'application wallon de la directive SMA, ils cherchent en réalité à créer une jurisprudence au sein de l'Union européenne qui puisse ensuite durablement mettre à mal cette directive. Mais, et on en a parlé quand on a parlé de gouvernance, vous me direz à quel point je dois aller dans les détails, je peux y rentrer complètement, mais au sein même de la Commission européenne, et c'est le cas depuis en réalité de nombreuses années, c'est une vision néolibérale qui aujourd'hui règne et qui veut régner aussi de plus en plus sur les sujets culturels. Il y a maintenant de nombreuses années, l'exception culturelle a été en réalité aussi consacrée au niveau européen. Quand Jacques Delors notamment s'est battu pour dire que la culture ne pouvait pas faire partie des accords commerciaux comme d'autres biens. Cependant, et on a parlé de plusieurs textes importants, du Media Freedom Act, le MFA pour les initiés, on a bien vu que ces moments-là de débat, qui étaient portés par des directions qui n'étaient pas celles de la culture, mais bien celles du marché intérieur, voulaient s'attaquer durablement à la culture, puisque cette direction, ce texte, permettait de lever le géoblocage. On a eu à l'époque un combat gagné, et il faut le dire parce qu'à la fois les acteurs ont été unis, mais aussi parce qu'on a eu des parlementaires extrêmement mobilisés au Parlement européen. Je pense à Geoffroy Didier et à Emmanuel Morel, qui ont mené ce combat au Parlement européen et qui ont réussi à le gagner. On a ensuite... Avec l'aide de l'ARP, entre autres, et de tout le métier. Tout à fait. Et c'est pour ça que vous êtes important. Déplacé à Bruxelles grâce à ces deux parlementaires qui nous ont alertés, mais nous avons aussi aidé à faire une partie du travail. Et on est prêt à se remobiliser si nécessaire. Et ce sera nécessaire. Mais je ne vais pas aller trop vite, ça ce sera dans la bagarre. Il y a ensuite évidemment le grand sujet d'Europe créative que vous avez soulevé, avec Europe créative qui est organisée du coup en 3 volets, si je dois présenter Europe créative. Un volet culture qui, on va dire, traite de la musique, du spectacle vivant, de beaucoup d'aspects évidemment très importants qui font partie de la direction générale de la culture, qui sont sous la responsabilité du commissaire Glenn Mikalev, que vous avez montré tout à l'heure dans un très beau schéma. Il y a le volet média, qui vous concerne directement, mais qui concerne également l'innovation, la recherche technologique, qui font partie, eux, de la direction générale Connect, et qui sont sous la responsabilité d'une autre commissaire, Ena Virkkunen.
et un autre volet encore, mais qui nous concerne un peu moins, qui rassemble, on va dire, un tas d'autres offres diverses, en l'occurrence. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est cette vision néolibérale qui règne. Et donc une demande extrêmement forte que nous avons faite, j'ai pu la faire lors de l'audition de Glenn Mikalev, j'ai aussi pu faire cette demande lorsque j'ai rencontré Enna Virkkunen il y a maintenant quelques jours. Nous faisons la demande que le volet média revienne dans la direction générale culture, EAC, de la Commission européenne. C'est évidemment pas seulement une question de bouger de direction ou d'administration, mais à partir du moment où on sort tout un volet de la culture, pour en fait ne l'associer qu'à une vision économique et en fait de rentabilité industrielle, eh bien on se trompe profondément à la fois sur ce qu'est le secteur, mais aussi sur les objectifs stratégiques que devraient être ceux de l'Union européenne. Et à ce titre, je rejoins tout à fait une part de l'analyse de Delphine Ernotte pour dire que ce n'est pas qu'un sujet, on va dire, sectoriel, c'est aussi un vrai sujet stratégique pour l'avenir de l'Union européenne et sur notre capacité, et c'est en tout cas moi ce que je crois, notre capacité à créer une Europe puissante, y compris une puissance culturelle. Et donc maintenant, passons à la question de la stratégie. Que faire ? Parce que parfois, on a l'air assailli, attaqué de manière extrêmement forte et extrêmement violente par nos adversaires qui sont à la fois nombreux, mais aussi organisés et parfois mieux organisés que celles et ceux qui ont envie de défendre l'exception culturelle. Déjà, dire quelque chose qui me semble important, c'est que je nous trouve bien mieux partis pour la bagarre qui s'annonce que pour la dernière de la directive SMA ou de la dernière fois, où il faut le dire, parfois certains ont été surpris de l'ampleur et de la violence de certains lobbies. Cette fois-ci, je le crois, il y a une vraie volonté à la fois du secteur du cinéma, que ce soit en France, mais aussi en Europe, et plus largement des acteurs culturels, à être à la fois mobilisés, organisés et unis. Et j'estime en tout cas que c'est une vraie raison d'être optimiste. Maintenant, les questions qui vont se poser à nous, les questions stratégiques, vont être de, on va dire, plusieurs ordres. Voulons-nous entrer dans le débat en conservant l'acquis ? Voulons-nous rentrer dans le débat en disant que nous voulons améliorer ? Et je pense sincèrement qu'il faut absolument que ce soit dans cette deuxième option que nous nous placions. Parce que beaucoup l'ont dit, et tout à l'heure le discours était, je crois, assez clair là-dessus, il y a des choses à faire pour encore améliorer le cadre qui doit être le cadre européen. Le premier principe, je pense, est de rappeler que le cadre doit rester toujours celui de la subsidiarité aux États et que les politiques nationales culturelles sont essentielles. Et donc que nous combattrons toutes celles et ceux qui appelleront, en évoquant ou en invoquant l'argument de la simplicité ou de l'harmonisation, qui voudront transformer la directive SMA en règlement. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi dire là où la directive SMA doit évoluer. Je pense que notamment sur la diversité culturelle, il faut qu'on puisse dire que la question, par exemple, de la définition d'une nationalité d'une œuvre, et ça a été évoqué tout à l'heure, doit être renforcée pour aujourd'hui empêcher certaines dérives, qui ne sont pas la règle pour autant, mais qui peuvent être empêchées. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on parle de renforcement d'aide à l'audiovisuel, et notamment à l'audiovisuel public. Parce que c'est à la fois un objectif démocratique, mais c'est aussi un objectif pour le futur du financement du cinéma et de la création. On ne peut pas appeler à la diversification du financement et se plaindre parfois de monopole dans les financements si nous déplumons France Télévisions en France ou le service public de l'audiovisuel en Europe à chaque fois qu'on en a l'occasion. Donc je pense que ça doit être une ambition extrêmement forte. Ensuite, assurer la liberté d'expression et la liberté de création. Les textes qui vont se succéder au Parlement européen vont être des espaces d'affrontement très forts. Et à chaque fois qu'on parle culture, et je sais qu'ici certains ont suivi l'audition de Glenn Mikalev, suivront les auditions d'autres parlementaires, d'autres commissaires européens désignés, vous voyez à chaque fois l'extrême droite à l'offensive, et il faut que nous soyons également à l'offensive pour défendre ce que nous voulons faire de cet espace politique
qu'est l'espace de la culture, à la fois un espace démocratique et un espace de diversité. Rappelons le calendrier, parce que nous, on aime bien anticiper et se préparer, comme vous le dites. Le 12 novembre, 18h30, vous rencontrez la commissaire DG Connect, qui est en charge maintenant en grande partie de la culture. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose avant, pendant, pour aider cette consultation du Parlement de cette commissaire qui, en principe, s'occupera, et je crois que cette bataille, on l'a perdue, ça ne reviendra pas à la commission culture. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose avant ou pendant? Ça, c'est une question. Et deuxième question, parce que le temps file, il faut qu'on donne la parole à Ciala. Est-ce que dans un cas peut-être extrême, on peut attaquer l'Union européenne auprès de la Cour européenne de justice de non-respect de ces trois textes fondateurs qui régulent la culture? Non-compétence de l'Europe concernant la culture, exception culturelle, et les articles 22 et 167. Sur cette dernière question, je reviendrai vers toi pour la question beaucoup. Purement juridique des choses. 15 jours. Je pense, par contre, que tu as raison de le poser comme une bataille politique importante. Et que ce sont des textes qui ont été existés. Il faut être offensif. Il faut arrêter de se défendre tout le temps. Et ce que je constate, ce qui est quand même réjouissant, c'est qu'on est quasi tous unis. C'est-à-dire qu'il faut que cette force-là, on la concrétise quelque part, entre créateurs, producteurs, diffuseurs, CNC, etc. Il faut leur montrer que c'est une grande force unie européenne. Et excuse-moi, ta première question portait sur l'audition de Henna Virkkunen qui aura lieu le 12. C'est moi qui poserai les questions à Henna Virkkunen au nom de la commission culture. Ce que je pense profondément, c'est que les réponses qu'elle a pour l'instant données, puisqu'on lui a d'abord adressé des questions écrites et elle y a répondu, vont plutôt dans le bon sens. Le maintien du géoblocage, la volonté de protéger, on va dire, la culture. Elle parle certes d'industrie créative, donc la sémantique n'y est pas tout à fait, et je pense que nous allons devoir quand même régulièrement parler et insister auprès d'elle pour que certaines choses évoluent. Mais disons que je pense que la vision néolibérale est effectivement la sienne, mais qu'elle n'est pour l'instant en tout cas pas tout à fait dans un discours, elle, d'affrontement ou de relais uniquement de, on va dire, nos adversaires directs. Et entre les paroles et les actes, il y aura un lien. Et il y a l'autre rendez-vous que j'ai oublié, le 26, le rendez-vous de tous les ministres de la Culture, dont Rachida Dati. Pareil, même question. Est-ce qu'on doit faire quelque chose avant ou pendant? Alors moi, je ne parle pas régulièrement à Rachida Dati. Non, mais mais cependant, je pense que c'est important que, oui, c'est-à-dire que ce que je crois, c'est que d'ici au 12 déjà, Henna Virkkunen va continuer à discuter avec les parlementaires, elle va discuter avec les acteurs. Si vous voulez lui faire parvenir d'ici là des demandes, des demandes d'engagement de sa part, je pense, n'hésitez pas. Il faut absolument le faire et continuer dans ce sens-là. De la même manière, d'ailleurs, je le pense, ça doit être le cas pour l'ensemble des élus ou des ministres en France. Demander absolument à voir les gens, organiser des moments de mobilisation. Ça passe d'ailleurs par peut-être mon dernier point, et j'en conclurai là sur la question de notre stratégie. On doit absolument faire un travail pour conscientiser l'ensemble des acteurs des questions dont on parle et dont on se parle là. La méconnaissance d'un certain nombre d'élus est évidemment extrêmement importante sur ces sujets, non pas parce que ça ne les intéresse pas, mais parce qu'il y a évidemment une multiplicité des sujets et que tout le monde n'a pas, on va dire, les connaissances techniques de chaque enjeu. Et donc on va avoir un vrai travail à faire pour convaincre beaucoup de gens, mais aussi les amener à savoir en fait qu'est-ce qui va se passer et quels vont être les débats qui vont travailler nos textes. Et aussi, je le pense, conscientiser le public. Parce que lors des derniers débats qu'il y avait pu avoir au Parlement européen, que ce soit sur les droits d'auteur, sur la directive SMA, on se souvient que le lobbying de certaines plateformes était allé jusqu'au public. On pense à YouTube qui avait par exemple mis en scène ses propres vidéastes qui eux-mêmes ne savaient pas que les avancées qui étaient demandées au niveau européen allaient être favorables à leurs propres droits. Donc il va falloir faire un vrai travail de conscientisation, une campagne
qui va durer jusqu'à la réouverture de la directive SMA, qui va aussi devoir avoir lieu quand on parlera d'IA, quand on parlera de tous les sujets qui vont nous occuper. Mais je le pense très sincèrement, le fait d'abord que le secteur soit uni, le fait ensuite que les parlementaires, notamment la gauche, mais plus largement les Français hors extrême droite, ont envie, je crois aussi, d'être unis sur ces sujets-là. Et enfin, que évidemment, la réalité très concrète de cette espèce de convergence potentielle entre les néolibéraux et l'international réactionnaire devienne visible pour tous, fait, je crois, que les combats que vous portez et qu'on porte depuis maintenant quelques années et qui paraissaient parfois un peu éloignés du quotidien, paraissent désormais pour tous des réalités assez indépassables. Il faut peut-être qu'on fasse une vidéo un peu efficace et percussive pour vous aider. Vous êtes meilleur que moi. On a quelques réals dans l'équipe. Oui. Absolument. Merci beaucoup. On va donner, et sauf si quelqu'un veut réagir, on va donner la parole à la salle.